Nuit du 14 au 15 avril 1912, dans l'Atlantique Nord. Il est minuit 20. À bord du paquebot le Carpathia, une cabine reste éclairée. C'est celle de l'opérateur radio. Il vient de recevoir un message provenant d'un bateau en train de couler. Or ce bateau, ce n'est pas n'importe lequel. C'est le Titanic. Le radio est un peu affolé, lui fait répéter. C'est ce qu'on aurait tous fait. Un message de détresse du Titanic, c'est quelque chose qu'il ne s'attendait absolument pas à recevoir, sans doute dans sa carrière. Et comment pourrait-il le croire? Après tout, le Titanic est insubmersible. Alors, comment un bateau insubmersible a-t-il pu sombrer? On croit tout savoir sur le naufrage du Titanic, mais l'analyse technique de la catastrophe révèle plusieurs zones d'ombre. Pourquoi le Titanic s'élance-t-il de Southampton alors qu'un incendie se consume dans l'une de ses soutes? Le plus gros problème, c'est que la soute à charbon est déjà pleine et que l'incendie est tout au fond de la soute. Le commandant Smith était-il réellement l'homme de la situation? Il est plutôt âgé à ce moment-là, il arrive à la fin de sa carrière. On se demande s'il est toujours à la hauteur. Pourquoi, malgré les mécanismes de sécurité, les brèches se sont-elles avérées fatales? Le Titanic souffre de dégâts que même un paquebot moderne ne pourrait pas supporter. Comment, malgré la collision, le paquebot aurait-il pu continuer à naviguer? Tout aurait été différent si le Titanic avait percuté l'iceberg de plein fouet. Qu'est-ce que vous feriez dans la même situation? Vous voyez un lapin, un chat ou un chien devant vous, votre instinct, c'est de braquer le volant. Pour répondre à ces questions, nous sommes allés à Southampton, Toulon, Belfast et Londres. À la rencontre des plus grands spécialistes maritimes, historiens, ingénieurs, collectionneurs. Mais aussi de l'homme qui, avec son équipe, a retrouvé l'épave du Titanic. Pour le trouver, il fallait qu'on soit tous les meilleurs. On a eu le jackpot en quelques minutes. Voici minute par minute l'histoire du Titanic. Un incroyable enchaînement de circonstances qui a donné lieu à une catastrophe hors de contrôle. Atlantique Nord, août 1985. Depuis près de 6 semaines, une mission franco-américaine a un objectif: réussir là où tout le monde a échoué jusqu'ici, retrouver le Titanic. Cette épave, c'était devenu l'Himalaya de la plongée sous-marine. Jean-Louis Michel est ingénieur à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER. C'est lui qui est à la tête de la mission côté français. Le 1er septembre 1985, à 1h du matin, il est de service sur le bateau de l'autre chef de mission, l'Américain Robert Ballard. Et après 6 semaines de recherche vaine, Jean-Louis Michel remarque une chose étrange sur ses écrans. J'ai vu un changement de texture, plus foncé. J'ai vu des points lumineux. Je n'avais pas bu, là. Alors là, on a dit ça mort. Et à un moment, on voit dans notre écran qui fait 4 mètres de diamètre, voilà, et 7 mètres de haut. C'était une chaudière du Titanic. On a eu le jackpot en quelques minutes, quoi. 73 ans après son naufrage, le Titanic est enfin retrouvé. Il a coulé en 2 parties à 3800 mètres de profondeur. Au total, 164 plongées seront menées sur l'épave par le sous-marin français le Nautile. Elles vont permettre d'éclairer les conditions du naufrage du Titanic. On découvre enfin quels ont été véritablement les dégâts infligés au Titanic. Pendant longtemps, on imaginait que le Titanic avait été ouvert un petit peu comme une boîte de conserve sur une grande distance. On espérait trouver les fissures, mais comme il s'est enfoui dans le sédiment, on n'a pas pu voir la zone qui avait été affaiblie par l'iceberg. Un sonar sera nécessaire pour découvrir les dégâts créés par l'iceberg. Et, chose incroyable, les brèches représentent à peine plus d'1 mètre carré, la surface d'une porte de placard. Cette découverte permet de retracer le scénario de cette nuit tragique, où le plus gros, le plus luxueux et le plus sûr paquebot de tous les temps
a péri. Pour mieux comprendre comment un iceberg a pu couler un bateau réputé insubmersible, il faut revenir 73 ans plus tôt. Mercredi 10 avril 1912. Aujourd'hui est un jour marquant dans l'histoire maritime. Le plus grand bateau de tous les temps va s'élancer de Southampton, au sud de l'Angleterre. Depuis plusieurs mois, le propriétaire du Titanic, la White Star Line, annonce le lancement de son nouveau paquebot à grand renfort de publicité. Il faut dire que ses dimensions ont de quoi impressionner. 269 mètres de long, soit près de 3 terrains de football, sur plus de 28 mètres de large. Le bateau possède 11 ponts, 4 cheminées de 42 mètres et des mâts de 64 mètres. Un total de 46 000 tonnes, l'équivalent de près de 5 fois le poids de la Tour Eiffel. C'est un navire qui est très imposant aussi, il est haut comme un immeuble d'une 30aine d'étages. Donc c'est déjà un navire qui est extrêmement grand et qui de toute façon va dominer tout ce qui l'entourera dans les ports. C'est donc une attraction déjà de ce point de vue-là. Seulement, le bateau est tellement grand qu'il va s'avérer très compliqué à manœuvrer, au point de risquer un premier accident dès le départ. Il est 12h14. L'heure du grand départ a sonné pour le Titanic. Les gens se pressent sur les différents ponts du bateau et sur le quai numéro 44 pour se dire au revoir ou juste assister à ce moment historique. À la timonerie, la cabine de pilotage, on manœuvre pour quitter le port. Et c'est loin d'être évident, car ce jour-là à Southampton, il y a beaucoup plus de navires que d'ordinaire. Le Titanic quitte le port de Southampton, mais il y a beaucoup de bateaux bloqués à cause d'une grève de charbon. Donc il faut être très prudent. Le Titanic se met en mouvement, mais il est si puissant que lorsque ses hélices se mettent en route, elles créent un phénomène d'aspiration totalement imprévu et incontrôlable. Il passe devant un paquebot assez gros, hein. On a dit que c'était un petit paquebot, mais c'est un paquebot assez gros, c'est le New York. Et l'aspiration créée par les hélices fait que le New York est attiré vers le Titanic. Les remous qui sont générés par son déplacement dans l'eau font qu'une des amarres du New York rompt. Donc là, l'arrière de New York se rapproche du Titanic. Le Titanic tente de faire machine arrière, tandis qu'un remorqueur éloigne le New York. En fait, les deux navires finissent par n'être séparés que par moins d'1 mètre. Et la collision n'est évitée que d'extrême justesse. Beaucoup de passagers sont sur le pont au moment du départ. Ils sont nombreux à être témoins de la situation, ce qui n'est pas pour les rassurer. Beaucoup de gens, par la suite, verront dans cet événement un présage funeste sur le destin du Titanic. Après cet accident évité de peu, certains commencent à se poser des questions. Des questions sur l'homme à la tête du Titanic, le commandant Smith. Une véritable star dans le milieu maritime. C'est quelqu'un qui a eu une carrière brillante comme marin, c'est vraiment un marin accompli. Captain Smith. Le commandant Smith, c'est le commodore de la White Star Line. Il est considéré comme l'un des commandants les plus célèbres de la navigation maritime moderne. C'était quelqu'un qui était probablement l'un des hommes les plus chevronnés, des meilleurs connaisseurs de l'Atlantique Nord. C'est le marin le plus réputé, le plus connu de son époque, à tel point que certains passagers de première classe n'acceptent de voyager que sur les navires qui sont commandés par le capitaine Smith. Seulement, après la collision évitée avec le bateau le New York, des questions se posent.